Sous la lune du Sahel, un grondement discret fend la nuit. Le 10 octobre 2025, alors que les médias occidentaux dormaient, le Burkina Faso recevait secrètement des systèmes de défense chinois, financés non par l'aide étrangère, mais par son propre fonds de souveraineté. Pourquoi cette nuit silencieuse, racontée par Ibrahim Traoré, réécrit-elle la grammaire du pouvoir africain et bouleverse-t-elle l'équilibre du Sahel? Parce qu'elle ne transportait pas seulement des armes, mais une idée, la permission de se défendre sans demander. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse la simple mécanique d'une transaction militaire. Pour la première fois, le Burkina Faso affirme que la sécurité n'est plus une faveur négociée, mais un droit assumé et financé localement. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la promesse est claire, une autonomie stratégique bâtie sur le fond de souveraineté, sur des contrats lisibles et sur la capacité d'entretenir ce qui est acquis. L'espoir est tangible, route rouverte, poste réhabilité, chaîne logistique raccourcie, mais le risque est réel. Froisser des partenaires, subir des pressions financières, gérer l'isolement diplomatique. Entre dépendance confortable et souveraineté exigeante, le pays a choisi la route étroite, où chaque décision doit être mesurable. Car l'erreur se paie en réputation et la réussite en crédibilité. Dans le Sahel, le symbole vaut autant que l'acier. L'enjeu n'est donc pas seulement militaire, il est moral et institutionnel. Prouver que l'ordre public peut se reconstruire sans tutelle, voie, méthode et transparence. La question devient un fil rouge pour la suite. Cette souveraineté peut-elle durer, s'auto-financer, se transmettre aux institutions sans épuiser la société? Le détail déclencheur n'était pas politique, mais logistique, et il a parlé plus fort que n'importe quel discours. En 48 heures, 6 VN-22B, 4 SR-5 et 2 de la Z-501 furent positionnés autour de Ouagadougou, pendant que des mortiers SM-6 et des camions EQ-2050 équipaient les unités mobiles. La liste, confirmée par plusieurs sources de défense, fit basculer la perception. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'achat ne passait plus par l'aide extérieure. Il était payé via le Fonds national de souveraineté, créé en 2024 pour substituer aux dons une responsabilité budgétaire. Ce glissement discret révélait une nouvelle grammaire. Moins de promesses de stabilisation, davantage de chaînes logistiques raccourcies, de maintenance planifiée, de stocks suivis. Pendant des années, les pays sahéliens avaient attendu des missions qui apportaient des procédures, mais peu de réactivité. Les retraits français puis américains laissèrent un vide que les programmes européens ne purent combler. Sur le terrain, cela se traduisait par des villages isolés, des routes piégées, des postes abandonnés, un horizon d'attente. C'est dans ce vide que Pékin proposa une offre lisible. Transfert de capacités, formation, respect des priorités nationales, contrats étagés. La symbolique dépassait la valeur estimée du contrat, autour de 240-260 millions USD. Pour la première fois, le protégé assumait le coût du protecteur. Mini-révélation donc, la véritable arme n'était pas dans les caisses, mais dans la décision d'en assumer l'entretien, la doctrine, la transparence. Dans plusieurs capitales occidentales, cette bascule fut lue comme une provocation, dans les rues de Ouagadougou, comme un soulagement pragmatique. Derrière les chiffres, une question structurante surgissait. Si l'Afrique cesse de demander la permission, que deviennent les mécanismes qui vivaient de son attente? La suite du récit montrera comment cette décision initiale s'est traduite en procédure commune, en calendrier d'exercice, puis en alliance, révélant la différence entre un achat ponctuel et une architecture durable. Au cœur de cette transition silencieuse, un visage sert de boussole, Ibrahim Traoré. Officier d'artillerie devenu chef d'État, il incarne une rupture méthodique, pas d'idéologie de vitrine, Nung des principes vérifiables. Dès son arrivée, une maxime s'impose. Aucune défense durable ne se loue, qui oriente budget, contrat, formation. Dans les mois suivant la livraison, des bases du Nord sont réhabilitées, des axes commerciaux rouvrent et des patrouilles mixtes testent la mobilité des VN-22B sur des fenêtres horaires, jusque-là jugées impraticables. Les habitants racontent un changement perceptible. La peur recule, lentement et pour la première fois, sans uniforme étranger. L'impact institutionnel suit, cellules de suivi logistique, tableaux de maintenance, publication mensuelle de jalons budgétaires. Trong, un secteur longtemps opaque, c'est une révolution de gestion.
Ce pragmatisme, attribué à Traoré, redonne un sens concret à la souveraineté. Gouverner, c'est mesurer, corriger, documenter. Il crée aussi une attente. Si l'État promet la sécurité par ses propres moyens, il doit montrer comment il arbitre entre blindés, écoles, routes, hôpitaux. Ainsi, la figure du capitaine devient moins tribun que chef d'orchestre, alignant temporalité militaire et sociale pour rendre la stratégie audible. L'indépendance cesse d'être une date. Elle devient un protocole quotidien, refait chaque semaine par les faits. Dans les ministères, cette exigence se traduit par des revues trimestrielles où mois dépenses opérationnelles doit indiquer un résultat mesurable du temps de réponse au taux de disponibilité des véhicules. Enfin, un comité de retour d'expérience associe officiers, préfets et représentants villageois, ancrant l'usage de la force Trong, une logique de service public plutôt que de prestige. Tout commence avant l'aube, le 10 octobre 2025. Une colonne de camions s'étire depuis l'aéroport de Ouagadougou vers le nord. Pas de drapeau, pas d'annonce. Le ronronnement régulier dit l'essentiel. Sous les ordres directs d'Ibrahim Traoré, les forces burkinabées escortent la cargaison la plus sensible depuis l'indépendance. 6 VN-22B armés de canons de 105 mm, 4 SR-5 capables d'atteindre 70 km, 2 WZ-151 de commandement, des mortiers SM-6 et des camions EQ-2050 portant des missiles guidés. L'opération est minutée au quart d'heure. Bahan Lang, Saoudjem relais. Silence radio au-delà de 10 secondes. À 3h42, le premier convoi dépasse la limite nord. À 5h10, un message laconique tombe. Livraison terminée, pas d'incident. Ce matin-là, l'échelle de la souveraineté change. La première semaine, l'armée trace un plan en 3 volets. Intégration du matériel, doctrine d'emploi, maintenance. Les équipages VN-22B répètent les séquences arrêt-court, tir, décrochage, pendant que les SR-5 s'exercent aux frappes coordonnées de saturation puis d'interdiction. Les WZ-151 testent la coordination interunité, voient un protocole simplifié. Ordre unique, fenêtre courte, retour d'état. En parallèle, des stocks de pièces et de munitions sont cadastrés. Les ateliers mettent en place des carnets de disponibilité. L'objectif n'est pas l'esbrouf, c'est la réactivité mesurable. Les semaines suivantes voient l'effet domino. Des images commerciales montrent des bases modernisées. Des observateurs s'interrogent. Simple réarmement ou mutation doctrinale. À Bamako et Niamey, les officiers demandent des visites techniques, comparent les procédures, puis envisagent une mutualisation partielle des exercices. L'idée d'un bloc sahélien migre du couloir à l'ordre du jour. Entre octobre et décembre, Bakwok Hop confidentiel scellent un vocabulaire commun. Coordination, discipline, autonomie. Le 2 janvier 2026, l'Alliance des États du Sahel, AES, est annoncée. Ce n'est plus une coopération d'urgence, c'est une architecture, règles partagées, calendrier d'exercice, protocole de transparence. Les convois nocturnes deviennent un symbole et un test. Agir avant d'être autorisé, puis expliquer sans s'excuser. La montée en puissance Kong se fait pas sans tension. Washington parle de réalignement préoccupant. Paris redoute l'isolement stratégique. La réponse passe par le terrain. Renfort logistique, patrouilles mixtes, VN-22B dans les zones sensibles, S-5 en alerte de dissuasion. Au bout de Batang, le ministère de la Sécurité évoque une baisse des embuscades. Les marchés locaux rouvrent des jours jadis fermés. Dans ce récit, une ligne se dessine. Là où l'Occident lisait un geste symbolique, Ouagadougou construisait un système. Et Trong, ce système, la discipline compte autant que la diplomatie. Ce que les moteurs ont livré, ce n'est pas seulement de la puissance, c'est la capacité de décidir, de planifier, de corriger. Le Sahel avance sur sa propre route et l'alliance qui naît entend la rendre praticable, même sous pression. Dernier mouvement de l'acte I, la communication. Plutôt que des parades, quelques points de situation sobre détaillent l'état de préparation. Sans dévoiler de données sensibles, les préfets reçoivent une grille unique pour remonter incidents et délais d'intervention. Les radios locales publient chaque semaine les couloirs jugés sûrs plutôt que des proclamations. Ce choix, attribué à Ibrahim Traoré, installe un ton, moins d'effets, plus de preuves. Il prépare la scène pour l'acte 2, où la coordination s'élargit, des ateliers aux frontières pour passer du réflexe national à la mécanique d'alliance.
Dans la logique revendiquée par Ibrahim Traoré, un pouvoir qui ne se mesure pas ne se maintient pas. Le principe directeur est simple, pas de récit sans données et pas de décision sans rétro-contrôle. 4 mois après la livraison, un premier bilan interne circule. Le taux d'incidents armés dans les provinces du Nord baisse de 37%, pendant que le temps de réponse moyen passe de 45 à 19 minutes grâce à la mobilité des VN-22B et à la coordination des BZ-501. Ce delta, encore fragile, indique une bascule. L'alerte ne se dissout plus dans les délais d'interopérabilité. L'échelon national décide et intervient. Deuxième série, la part du budget de défense financé par des ressources nationales atteint 62% contre 24% l'année précédente. La trajectoire cible les 2 tiers afin d'isoler l'entretien critique des aléas extérieurs. Troisième série, la logistique. Sur 1200 km d'axes stratégiques, 870 sont sécurisés en permanence. La réouverture de marchés contribue à une reprise commerciale locale estimée à 15%. Ces nombres ne valent que par l'explication qui les accompagne. Protocole de patrouille révisé, fenêtre d'intervention raccourcie, stock surveillé. Les tableaux racontent un déplacement plus profond. La défense cesse d'être une dépense symbolique, devient un service public. Voie indicateur, audit, engagement. Dans chaque colonne, une philosophie héritée de Traoré, le courage sans méthode reste vulnérable. La méthode sans transparence finit stérile. Les observateurs étrangers, eux, divisent leur lecture. Chino-dépendance masquée pour les uns, réarmement adulte pour les autres. Mais les données pointent surtout la cohérence interne. Financement local qui soutient la discipline, discipline qui fabrique la légitimité, légitimité qui protège l'effort budgétaire. Derrière ces courbes, la doctrine AES se matérialise. Bamako et Niamey adoptent la même grammaire. Indicateurs de performance, rapport trimestriel, standardisation des procédures. En mai 2026, un jalon inédit est coché. Des exercices interarmés associent chaîne logistique, transmission et appui, voient une matrice de risque commune. Reste la rigueur. Un comité d'audit souligne des marges d'erreur, différenciant corrélation et causalité. La baisse des incidents ne suffit pas si les flux commerciaux ne s'épaississent pas, si les écoles n'ouvrent pas plus longtemps, si les axes secondaires demeurent périlleux après la tombée de la nuit. C'est pourquoi la grille de suivi intègre désormais des indicateurs civils, jours de marché tenus sans interruption, kilomètres d'itinéraires scolaires sécurisés, temps moyen de remise en service après sabotage. Un mécanisme de contrôle externe associe magistrats, préfets et représentants villageois. Il produit des notes publiques courtes destinées à démêler l'opérationnel du narratif. L'objectif n'est pas la belle statistique, mais la continuité de service. Que l'enfant rejoigne sa classe, que le commerçant tienne sa caisse, que l'agriculteur passe le poste routier sans craindre la nuit. Les critiques n'ont pas tardé. À Paris, des diplomates parlent de militarisation de l'autonomie et redoutent un alignement discret sur Pékin. À Washington, des notes du département d'État évoquent un transfert opaque et un déficit de gouvernance. Des think tanks européens s'inquiètent d'un précédent signé Ibrahim Traoré, un dirigeant finançant seul ses armes et sa doctrine. L'argumentaire est cohérent. L'histoire africaine connaît des partenariats mal négociés et des dépendances maquillées. Pour prendre la mesure du contrepoint, il faut d'abord regarder les faits. Premier axe, la transparence. Contrairement à certains programmes occidentaux couverts par des annexes confidentielles, les contrats passés avec Norinco sont audités par une commission nationale. Les paiements depuis le fonds de souveraineté laissent des traces vérifiables. Deuxième axe, la diversification. Le partenariat chinois ne remplace pas tout. La maintenance aéronautique et la cybersécurité s'appuient encore sur des fournisseurs européens afin d'éviter l'effet de guichet unique. Troisième axe, la doctrine. Traoré le répète, nous n'achetons pas des alliances, nous achetons du temps. L'objectif n'est pas l'escalade, mais la résilience. Réduire la vulnérabilité structurelle, regagner l'initiative tactique, puis négocier à parité. Dans cette logique, la Chine n'est pas un tuteur mais un levier, et le Sahel n'est plus un terrain d'influence mais un laboratoire d'équilibre. Reste l'objection éthique. Qui contrôle l'usage de la force ? Réponse institutionnelle. Des procédures d'enquête, des revues trimestrielles, une traçabilité budgétaire publiable. Ce n'est pas la perfection, c'est un apprentissage mesurable.
Les risques ne sont pas niés. Exposition aux sanctions, vulnérabilité aux pièces détachées, tentation d'une communication triomphaliste. Le gouvernement dit les traiter par redondance logistique, clause d'entretien, sobriété médiatique. Ibrahim Traoré assume un principe de précaution. Chaque avantage matériel doit être doublé d'un garde-fou procédural et chaque opération d'une capacité de repli. C'est précisément cette combinaison, moyens, méthodes, mesures, qui constitue la réponse la plus solide aux critiques de circonstances. Une phrase suffit parfois à fissurer un système. Lorsque Ibrahim Traoré prononce devant ses officiers « Nous ne cherchons plus la protection mais la prévisibilité », le ton change dans tout le Sahel. Cette ligne, courte et nue, redéfinit le contrat implicite entre l'État et ses partenaires. Désormais, l'objectif n'est plus de recevoir de l'aide, mais d'organiser la fiabilité, celle des stocks, des frontières, des alliances. La révélation du milieu n'est pas militaire, elle est psychologique. Le Burkina Faso ne veut plus être un point d'appui de la stabilité internationale, mais un centre de gravité régional. À partir de là, les échanges voient le Mali et le Niger basculent vers la mutualisation. Doctrine unifiée, partage d'intelligence, fonds commun AES de 3 milliards USD destinés à soutenir la maintenance et la production locale. Les capitales occidentales s'inquiètent, les observateurs africains applaudissent. Entre prudence et fierté, une idée se propage. La souveraineté ne s'enseigne pas, elle s'exerce. Ce que la nuit avait commencé dans le silence, le jour le poursuit voie méthode. Dans ce cadre, les messages officiels raccourcissent, les tableaux s'allongent et la chaîne de preuves devient le véritable langage commun. Les conséquences du basculement orchestré par Ibrahim Traoré se lisent désormais sur 4 plans. 1. Niveau national, NN, la structure logistique du Burkina Faso, se transforme. Les VN22B et SER5 sont redistribués selon une cartographie du risque élaborée par l'état-major. Priorité aux axes d'approvisionnement, corridors agricoles et zones scolaires. Résultat, une baisse de 28% des incidents recensés sur ces itinéraires en 6 mois. Mais l'effet le plus visible reste psychologique. Les habitants parlent d'un calme habité, cette impression rare que l'autorité n'est plus lointaine. La communication publique adopte le même ton, rapport synthétique, pas de triomphalisme, des données brutes qui remplacent les slogans. 2. Domaine diplomatique, DN. L'AES impose un nouvel équilibre, les réunions autrefois consultatives deviennent délibératives. Les plans de défense sont rédigés à 3 mains. Pour la première fois, des attachés militaires africains rédigent eux-mêmes les clauses d'interopérabilité. Les chancelleries européennes hésitent, coopérer ou critiquer. La Chine, elle, maintient un profil bas, préférant que ses livraisons parlent d'elles-mêmes. Cette discrétion devient une stratégie. Moins de discours, plus de preuves. 3. Niveau des nations voisines, ND. L'effet de démonstration se diffuse. Au Tchad, au Bénin, même au Ghana, des commissions d'études analysent le modèle AES. On y voit non pas une rupture idéologique, mais un cas d'école. Comment 3 États fragiles ont converti l'isolement en levier de coordination. Les universités régionales intègrent déjà un module souveraineté opérationnelle dans leur cursus de défense. Le concept d'autonomie mesurable devient une référence académique. 4. Coût, VOUC, KV. Le Sahel n'est plus perçu comme un ventre mou, mais comme une matrice d'expérience. La mise en place du fonds de souveraineté AES, estimé à 3 milliards USD, attire les premiers investisseurs sud-africains et marocains. La circulation des données tactiques entre Bamako, Niamey et Ouagadougou inaugure un réseau de confiance, là où régnaient les missions étrangères. La coopération civile suit, routes, télécom, énergie. Ce maillage crée un langage commun, discipline, réactivité, dignité. Ainsi, le projet né d'un convoi nocturne devient un système d'apprentissage collectif. Ce n'est pas la Chine qui gagne, ni l'Occident qui perd. C'est l'Afrique qui s'essaie enfin à sa propre équation de stabilité. La leçon dépasse les frontières. La souveraineté n'est pas un don, c'est une compétence qui se cultive. Au total, l'effet n'est pas uniforme, mais il est cumulatif. Des délais d'intervention comprimés, des détours routiers réduits, une confiance administrative encore fragile mais visible. Et surtout, sous la houlette d'Ibrahim Traoré,
La norme implicite change. On ne promet plus la sécurité, on la prouve par itérations courtes, réversibles et documentées. La séquence ouverte par Ibrahim Traoré entre désormais dans sa phase d'équilibre. Après la conquête de la souveraineté, vient le test de la durabilité. Les 12 prochains mois dessineront 3 trajectoires possibles, une base, une optimiste et une critique. Dans le premier scénario, celui de la continuité maîtrisée, l'AES maintient sa cohérence. Les budgets de défense restent à l'intérieur des plafonds fixés, le fonds de souveraineté atteint son objectif de 3 milliards USD. Les VN22B et SR5 demeurent opérationnels à 80%. Les formations techniques s'étendent aux unités de génie civil, favorisant un transfert dual. La mécanique militaire devient aussi un moteur d'emploi. Les tensions diplomatiques se stabilisent et l'Afrique de l'Ouest s'habitue à une normalité post-occidentale. Le second scénario, plus optimiste, montre que l'AES transforme sa coordination en véritable économie intégrée. Les contributions des États membres augmentent. Une petite industrie de pièces détachées voit le jour à Ouagadougou. Le commerce transsaharien gagne 25% en volume, soutenu par la sécurité des routes et des entrepôts. Un dialogue mesuré s'ouvre avec l'Union africaine les BRICS+, posant les jalons d'une souveraineté productive. Le modèle AES devient alors une école, non une exception. Enfin, le troisième scénario, plus critique, révèle qu'une erreur de communication, un incident frontalier ou une crise budgétaire peuvent raviver les fractures internes. Le risque principal, que la vitesse dépasse la structure. Si les réformes administratives ne suivent pas le rythme militaire, la défiance civile peut renaître. Traoré le sait, la discipline des chiffres doit maintenant s'étendre à la parole publique. Sinon la cohérence se délite. Au-delà de ces 3 scénarios, quelques conditions de réussite apparaissent clairement. Quel que soit le scénario, 3 faisceaux conditionnent l'issue. La tenue des calendriers de maintenance, l'extension progressive des indicateurs civils et une diplomatie de sobriété qui parle peu mais publie beaucoup. Si ces pivots restent fermes, la trajectoire la plus probable demeurera celle d'une normalisation assumée, où la politique de preuve l'emporte sur la politique de posture. Ce qui semblait lointain devient soudain tangible. Derrière les chiffres, les doctrines et les communiqués, la transformation conduite par Ibrahim Traoré touche directement la vie quotidienne de milliers de Burkinabés. Dans les zones rurales, les agriculteurs racontent la différence la plus simple. Pouvoir transporter leurs récoltes sans escorte étrangère. Les femmes du marché de Kaya disent que la sécurité, désormais, se compte en heures d'ouverture. Les enseignants de Dori parlent d'élèves revenus après 2 ans d'absence. À Ouagadougou, une génération urbaine observe, curieuse, moins fascinée par les discours de souveraineté que par la rigueur des rapports mensuels publiés en ligne. Pour eux, le changement véritable n'est pas dans le ton patriotique, mais dans la gestion quotidienne. Savoir que le carburant des patrouilles a bien été livré, que les budgets sont suivis, que la chaîne logistique fonctionne. La confiance ici naît de la procédure. Le reste du continent regarde aussi. Des jeunes ingénieurs maliens et nigériens partagent sur les réseaux des manuels de maintenance traduits localement. Un hashtag circule, Dalida construire pour soi, symbole d'une fierté nouvelle. Il ne s'agit plus d'imiter, mais d'entretenir, de prolonger, de mesurer. Cette idée simple que la souveraineté peut se prouver par la gestion résonne au-delà des frontières. Ce contact humain, voulu par Traoré, transforme la stratégie en pédagogie. Chaque rapport, chaque formation, chaque route réparée devient un message adressé aux citoyens. La souveraineté n'est pas un privilège militaire, c'est un service rendu. Et dans cette pédagogie silencieuse, le Burkina Faso découvre peut-être la forme la plus durable du pouvoir, celle qui se voit sans qu'on ait besoin de la proclamer. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne doit pas rester une émotion, mais devenir une méthode. C'est pourquoi le Burkina Faso, au sein de l'AES, a défini un plan en 5 étapes, à la fois techniques, institutionnelles et symboliques. 1. Standardiser la discipline. Chaque unité militaire adopte une grille de performance, délai de réaction, taux de maintenance, rotation des patrouilles. Ces indicateurs sont publiés trimestriellement pour garantir la redevabilité. 2. Former le lien civil-militaire. Les préfets, maires et officiers partagent des sessions communes sur la logistique et la communication de crise. L'objectif, transformer la défense en réseau de services publics plutôt qu'en sphères séparées. 3.
industrialiser l'entretien. D'ici à 2027, un atelier de maintenance régionale cofinancé par le fonds AES doit produire localement les pièces standards des VN22B et SR5. Une économie circulaire de la sécurité se met en place, générant 3000 emplois directs. 4. Encadrer la transparence. Le Conseil de redevabilité militaire, composé d'officiers, de civils et d'experts indépendants, publiera un rapport semestriel. Ce document vise à mesurer non seulement les dépenses, mais aussi les résultats sociaux. Écoles rouvertes, axes routiers sécurisés, marché actif. 5. Internationaliser la pédagogie. Le Burkina Faso prévoit de partager son modèle de souveraineté mesurable lors du prochain sommet de l'Union africaine. Non pour prêcher, mais pour prouver que la stabilité peut être enseignée par l'exemple. Ainsi, la doctrine Traoré se traduit en feuille de route concrète. Gouverner, c'est calibrer la confiance. Cette feuille de route, patiente et vérifiable, vise moins le spectaculaire que la résilience. Elle fait le pari qu'un État qui mesure, qui explique et qui corrige peut stabiliser sans s'épuiser et transmettre à la génération suivante une souveraineté qui fonctionne au quotidien. Sous le même ciel que cette nuit d'octobre, le bruit des moteurs s'est tu. Mais dans le silence revenu demeure la trace de ce qu'Ibrahim Traoré a voulu prouver, que la force ne vaut rien sans maîtrise et que la souveraineté ne se mesure pas à la puissance des armes, mais à la manière de les contenir. Autour des bases désormais consolidées, les enfants jouent, les marchés bruissent, les drapeaux restent discrets. La normalité, après tant de vacarme historique, devient une victoire à part entière. C'est ici que le récit rejoint son point d'origine. Le convoi nocturne n'était pas une démonstration, mais un serment, celui de ne plus attendre, de ne plus mendier la protection, de ne plus négocier la dignité. La doctrine Traoré, transmise à travers les chiffres et les actes, repose sur une idée simple. La souveraineté se gouverne, sinon elle s'érode. Elle réclame des mains propres, des bilans clairs et un regard constant sur le bien public. Ainsi, la boucle se ferme sans fracas. Ce que la nuit a commencé dans le secret, le jour continue dans la transparence. Et si l'on devait résumer cette décennie du Sahel, une phrase suffirait. Le pouvoir de décider vaut plus que le droit d'attendre. Le récit s'achève, mais la question reste ouverte. Ce que le Burkina Faso a entrepris sous Ibrahim Traoré dépasse son propre territoire. C'est une invitation adressée à chaque société qui cherche à se tenir debout sans tuteur. Le Sahel, longtemps décrit comme une marge de crise, devient un miroir pour le reste du monde, celui d'un espace où la dignité s'expérimente à travers la discipline et non le discours. Car le véritable défi commence quand les projecteurs s'éteignent. Maintenir la cohérence, résister à la fatigue, transformer la confiance en institution. C'est une tâche lente, parfois ingrate, mais elle trace le seul chemin durable entre puissance et paix. À chaque citoyen, chaque observateur, chaque partenaire, la question demeure. Que ferions-nous à leur place face au même vide ? Le Sahel n'a pas choisi la facilité, il a choisi la responsabilité. Et peut-être que, dans ce choix silencieux, réside déjà une leçon universelle, celle de gouverner sa liberté avant de la proclamer.